Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux attestations de salaire, accident du travail, maladie professionnelle. Donc, pour le bon déroulé de ce webinaire, vos micros et caméras sont coupés. Vous aurez la possibilité de transmettre vos questions via la rubrique questions-réponses. Vous avez en bas de votre écran. Un temps de réponse est prévu, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, à la fin du webinaire, on va pouvoir répondre à vos questions. Le support ainsi que le replay vous sera envoyé d'ici quelques jours. Donc, il faut compter à peu près 45 minutes. Donc, soyez installés confortablement pour pouvoir suivre ce webinaire dans de bonnes conditions. Je serai donc accompagnée de Laurence Peyre et donc moi-même, Anne Richard. Nous sommes donc des conseillères en relations entreprises au sein de la Caisse primaire des Landes. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc, nous allons commencer ce petit webinaire. Donc, bonjour Laurence. Bonjour Anna, bonjour à tous, bienvenue. Donc, comme je vous l'ai dit, donc l'attestation de salaire en accident de travail, maladie professionnelle, et on va faire un focus sur les primes notamment. Donc, le sommaire, donc nous aurons le dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence, le salaire de base, les primes et rappels de salaire, la perte de salaire, la reconstitution de l'attestation de salaire, l'attestation de salaire en DSN dans le cas des accidents de travail, maladie professionnelle et ensuite les contacts utiles. Donc, nous allons commencer par le dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence. Alors, du coup, pourquoi indiquer un dernier jour de travail, ce qu'on appelle une DJT? Dans le cas des déclarations des arrêts de travail, il convient de mentionner la date du dernier jour de travail. Cette date est très importante car elle va déterminer le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits, le calcul du montant de l'indemnité journalière, le début de l'indemnisation. En accident de travail ou accident de trajet, toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. Et là, on va vous présenter deux cas. Quel dernier jour de travail indiqué selon les situations? Dans le cas numéro un, votre salarié a un accident de travail qui entraîne un arrêt de travail immédiat. Le salarié fournit un certificat médical daté du jour de l'accident de travail, soit le 12 juin. Le DJT est le 12 juin, puisque comme vous voyez sur notre frise, effectivement, il a eu un arrêt de travail immédiatement le jour de l'accident. Donc, effectivement, on est bien sûr le 12 juin. Dans le cas numéro 2, votre salarié a un accident du travail avec un arrêt postérieur à la date de l'accident de travail du 12 juin, n'entraînant pas un arrêt immédiat. Le salarié a travaillé les 12 et 13 juin et fournit un certificat médical d'arrêt à compter du 14 juin. Là, en revanche, notre dernier jour de travail correspond à la veille de l'arrêt de travail, qui sera là dans notre situation le 13 juin. Là, on rentre dans les règles générales du dernier jour de travail, qui effectivement, sauf dans le cas d'un accident de travail, s'il y a un arrêt de travail immédiat, le jour de l'accident sera notre dernier jour de travail, mais sinon, ce sera la veille de l'arrêt. Ben, pour mieux comprendre le salaire de référence et surtout pour la bonne analysation d'un risque professionnel, il est important de bien déclarer le salaire de base. Alors, vous voyez qu'il y a une notion de cadre A, cadre B, cadre C. Alors, tout ça sera abordé plus précisément le reste de notre présentation, mais là, on est sur une notion de généralité où, voilà, où est-ce que vous allez retrouver cette notion de cadre? Donc là, le cadre A, ce sera notre salaire de base et accessoire de salaire du salaire de la période de référence. Ben, il va correspondre au salaire brut du mois précédent, le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés. Exemple, dernier jour de travail le 15 juin, salaire de mois de mai. Dernier jour de travail le 30 juin, salaire de base de juin. Parce qu'effectivement, on voit bien que le 30 juin est le dernier jour de notre mois. Donc là, du coup, c'est le mois en cours. Il correspond aussi au salaire brut des 12 mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés en activité discontinue ou en saisonnier. Après, vous allez avoir le cadre B, les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Il correspond au premier rappel du salaire versé dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Et là, le fameux cadre C, la perte de salaire lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée
Il correspond à la part de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence. Donc là, typiquement, ce que Laurence vient de vous présenter, ce sont les cadres que vous verrez sur l'attestation de salaire quand vous saisissez sur Net Entreprise, hein. On n'est pas en DSN. Et donc là, on va vous présenter le salaire de base cadre A qui, Adam va faire ça correctement. Alors, on va donc se focaliser effectivement sur le cadre A quand vous remplissez l'attestation de salaire via Net Entreprise et voir donc qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce cadre-là quand vous remplissez donc la fameuse attestation. On va commencer par un petit quiz, donc une petite question. À quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en accident du travail, maladie professionnelle, sur Net Entreprise ou en signalement DSL? Donc, pour cela, on vous propose trois réponses. Le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, salarié mensualisé, un salarié classique. Les salaires des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé ou les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, notamment pour une activité discontinue, un saisonnier par exemple. Donc, je vous laisse quelques petites secondes de réflexion, du coup, sur cette question-là. Laurence, qu'est-ce que tu en penses? Mais je dirais que du coup, le salaire de base correspond au salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé, le salarié mensualisé, et les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, activité discontinue. Parce que du coup, pour moi, les salaires des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé, ce serait dans le cadre d'un arrêt de travail maladie. Alors, exactement, Laurence. Donc, les bonnes réponses, c'est le salaire du mois précédent, le dernier jour travaillé quand c'est un salarié classique. Donc, il a un accident du travail au mois de juin, on va prendre en compte le salaire du mois de mai. Par contre, pour un salarié en activité discontinue, un saisonnier, on va prendre les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc là, on va se focaliser un peu plus sur ce fameux cadre A dont vous a parlé Laurence tout à l'heure. Donc, pour exemple, on est parti sur un salarié qui a un arrêt de travail, donc pour accident du travail, le 15 juin 2024. Donc, quand il a un accident, donc le 15 juin 2024, le dernier jour de travail à prendre en compte, c'est le jour de l'accident, le 15 juin 2024 pour ce cas-là. Donc, quand vous arrivez sur Net Entreprise à l'étape 5, vous saisissez votre attestation de salaire. Sur cette étape 5, donc par rapport à la date de dernier jour de travail que vous aurez indiqué, donc là le 15 juin 2024, automatiquement, vous allez voir une période de référence qui va s'alimenter. Donc pour ce cas-là, du 1er mai au 31 mai 2024, avec une date d'échéance de la paie au 31 mai 2024. Donc il va falloir indiquer le montant brut. Donc le montant brut que vous voyez à l'écran, donc il est indiqué 2 000 euros. Ces 2 000 euros, en fait, elles incluent, c'est un salaire de base, un salaire brut, soumis à cotisation sécurité sociale, accident du travail. Je précise bien parce qu'on va le voir ensuite sur le bulletin de salaire. Donc, ce salaire-là, il va comprendre seulement des éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence du salarié. Donc, à l'intérieur, vous aurez le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence et tout ce qui va en fait concerner les primes mensuelles versées au titre du mois de référence. Donc, vous avez les primes d'assiduité, d'habillage, d'outillage, etc. Une fois que vous avez saisi donc le montant brut dans la fameuse case, vous avez ensuite une case qui se nomme part salariale à déduire du montant brut. Donc, en fait, pour pouvoir obtenir ce montant-là, il suffit d'abattre 21% donc, du montant brut, hein, vous déduisez 21% des 2 000 euros et vous allez obtenir du coup cette part salariale indiquée dans cette case. Donc là, vous avez l'exemple d'un bulletin de salaire sur lequel donc il va falloir vraiment se focaliser sur le salaire brut soumis à cotisation pour le risque accident du travail, maladie professionnelle. Et ne pas se focaliser en haut, là, vous voyez ici, sur ce salaire brut, parce qu'il peut être des fois légèrement différent de ce salaire-là. Donc, on se focalise vraiment sur ce salaire-là quand vous remplissez l'attestation de salaire, c'est celui que vous devrez indiquer. Donc, il faut indiquer un mois de salaire brut soumis à cotisation accident de travail, donc si le salarié est mensualisé, et 12 mois si le salarié est en activité discontinue, donc le saisonnier par exemple. Donc maintenant, Laurence va vous parler des primes et des rappels de salaire donc, qui vont être intégrés dans le cadre B.
Donc, toujours dans la saisie de l'attestation de salaire bien-être entreprise. Donc, soyez attentifs parce qu'il y a pas mal d'informations à ingérer. Alors, tout à fait. Et pour commencer, on va commencer avec une petite quiz. Quelles primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle? Pareil, on vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Anna, est-ce que tu aurais une petite idée? Alors, moi, je dirais toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé. On regarde ensemble la Allez, réponse? tout à fait. Là, effectivement, c'est toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé. Pareil, cette notion est importante, on le verra dans nos schémas et nos explications après. Donc là, on est sur nos primes et rappels de salaire, le fameux cadre B. Là, on a un salarié qui a eu un accident de travail le 15 juin 2024. Donc pareil, on est sur il a eu un arrêt de travail immédiatement. On est bien sur notre dernier jour de travail le 15 juin 2024. Et là, notre référence salaire est de mai 2024. Donc, en fait, dans ce fameux cadre B, donc, vous allez voir dans la cinquième étape, il s'appelle bien rappel de salaire et accessoires du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire. Toujours pareil, date de versement, période à laquelle elle se rapporte, le montant brut, les cotisations à 21% que vous devez préciser. D'accord? Ça aussi, c'est important puisque du coup, comme ça, le système s'enregistre et le calcul se fait automatiquement. J'indique les primes et rappels de sa cotisation. Donc, c'est-à-dire ceux versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Exemple, le 13e mois, 14e mois, prime de fin d'année, rappel de salaire suite à une augmentation. Et donc là, pareil, ça fait le rappel de ce que vous nous avez saisi sur l'attestation. On est toujours sur notre salarié qui a eu notre accident de travail le 15 juin 2024, dernier jour de travail 15 juin 2024, référente de salaire au mois de mai 2024. Donc pareil, étude des primes et rappel de salaire versés sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Et là, vous nous avez déclaré donc une prime que vous avez versée le 30 juin 2023, période de référence de la prime 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 pour une période de 6 mois. Montant de la prime 1200 euros, par salarial à déduire 250 euros. Date de versement, donc de la deuxième prime, le 30 novembre 2023. Période de référence 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Là, on va être sur une prime annuelle d'un montant de 1500 euros et qu'on va déduire 315 euros. Date de versement, la troisième, au 31 mars 2024. Période de référence de la prime du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Là, on a une période de 3 mois pour un montant de 300 euros. Et là, les 21% vont s'élever à 60 euros. Donc, vraiment important, hein, indiquer toutes les primes versées dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail, du dernier jour travaillé en accident de travail, maladie professionnelle. Ben, pour mieux comprendre la prise en compte des primes, ben, je vais vous laisser avec Anna qui va vous expliquer toutes ces différences. Tout à fait. Donc, on va aborder quelques définitions des différents éléments à prendre en compte au niveau des primes en accident du travail, maladie professionnelle. Après, on est bien consciente que c'est un sujet assez complexe, hein, les primes, mais on va essayer de vous apporter un maximum d'informations sur ce sujet. Donc, on a la définition de la date de versement de la prime. En fait, il s'agit tout simplement de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime, la date de virement, en fait, hein, par exemple. Cette date, elle est déterminante pour la prise en compte de la prime. Vous avez ensuite la notion de période de référence de la prime. Il s'agit en fait de la période à laquelle se réfère la prime versée. Donc là, on vous a mis un petit exemple. Une prime versée le 1er janvier 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. On va aussi aborder la période de report. Et Laurence va rentrer plus en détail tout à l'heure. Elle est calculée par l'assurance maladie en fonction de la date de versement de la prime ainsi que sa période de référence. La proratisation de la prime, elle est calculée par l'assurance maladie. Donc, elle est proratisée en fonction de si c'est une prime
annuel, semestriel, trimestriel. Donc, on vous a mis un petit exemple en dessous pour une prime annuelle de 1 200 euros. On reportera le montant de 100 euros. En fait, on prend tout simplement le montant annuel, 1 200 euros, divisé par 12 mois pour avoir le montant mensuel. Et on fait la même chose pour une prime semestrielle qui va être, elle, de 300 euros. On reporte le montant de 50 euros puisqu'on fait 300 euros divisé par 6 mois. Donc maintenant, Laurence va vous parler de la période de report. Alors, la période de report calculée par l'assurance maladie est déterminée en fonction de sa date de versement. Si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte, on est vraiment sur la période de référence de la prime. La période de report démarre le premier jour du mois de versement. Dans notre petit encart, tout ce qui va être bleu, c'est ce que vous allez nous déclarer. Ce qui est violet, c'est ce que l'assurance maladie va prendre en compte au niveau de la période. Donc, vous nous avez déclaré une prime versée le 31 décembre 2023. Période de référence de la prime du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et la période de report 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Là, vous voyez bien qu'en fait, notre date de versement, elle est bien dans notre période de référence. Donc, notre période de report part bien à partir de décembre. Dans le deuxième cas, si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, toujours pareil, période de référence de la prime. La période de report démarre le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Vous nous avez déclaré une prime le 3 janvier 2024, période de référence de la prime du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et là, la période de report sera du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Et là, vous voyez bien que entre la date de versement et la période de référence, ben, du coup, notre prime ne rentre pas, la date de versement, pardon, ne rentre pas dans notre période de référence. Donc là, du coup, le report se fait à partir du premier jour du mois suivi. Donc, on est bien au mois de février. Pour que ce soit peut-être un peu plus clair, on va vous réexpliquer un peu cette notion de prime pendant la périodicité ou hors périodicité sous forme de tableau et de frise chronologique. D'accord? Donc là, on va vous parler du premier cas. Donc, c'est la prime versée pendant la période de référence, période de report qui démarre le premier jour du mois de versement. On est toujours sur notre salarié qui a eu un accident de travail le 15 juin 2024, dernier jour de travail le 15 juin 2024. Notre référence salaire est toujours du mois de mai 2024. À gauche, vous allez trouver ce que vous allez nous saisir dans l'attestation. À droite, ce que l'assurance maladie va prendre en compte. Donc, la date de versement, nous avons une première prime au 30 juin 2023. Période de référence de la prime, 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, pour une période de 6 mois. Montant, 1200 euros. Et là, vous allez voir que sur notre tableau, montant reporté, c'est en fait les 1200 euros qui sont divisés par 6, et donc le montant reporté sera de 200 euros. Et là, la période de report sera du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. Et voyez bien que la période de report part bien le même mois que ma date de versement, qui est là dans ce cas-là, le mois de juin. En revanche, la période de report ne va pas jusqu'à notre salaire de base. On ne pourra pas prendre cette prime en compte. Dans notre deuxième prime, qui a été versée le 30 novembre 2023, période de référence de la prime 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, là, on a une périodicité de 12 mois de montant de 1500 euros. Montant reporté 125 euros sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Là, en revanche, notre période de report va jusqu'à notre salaire de base. Donc, cette prime va pouvoir être prise en compte. Dans notre troisième cas, date de versement 31 mars 2024, période de référence de la prime 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, de montant de 300 euros. Montant reporté 100 euros pour la période de report 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Là aussi, notre période de report va jusqu'à notre salaire de base, donc on va pouvoir le prendre en compte. Alors, ce sera peut-être plus parlant par rapport à cette notion de période de report qui va jusqu'à notre salaire de référence. Pour que ce soit peut-être plus explicite pour certains, il y en a qui comprennent plus les frises, d'autres c'est les tableaux.
Voilà, on a essayé de faire sous différents formats pour que ce soit plus clair pour vous. Donc là, ça va résumer ce qu'on vient de voir, hein, mais sous une autre forme. Donc, on a notre frise. Donc, on va bien retrouver ben, du coup le calendrier de base. On retrouve bien notre accident de travail avec notre dernier jour de travail, le 15 juin 2024. Notre salaire de référence qui est bien le mois de mai 2024. Et donc, en rose, vous allez avoir notre prime qui est sur 6 mois, donc du 1er avril au 30 septembre. On voit bien que la date de versement, elle est bien dans notre période de référence. Et là, du coup, l'assurance maladie a fait le report à partir du mois de juin. Donc là, on est de juin jusqu'à novembre. En revanche, elle ne peut pas être prise en compte parce que cette période de report ne va pas jusqu'à notre salaire de référence. Donc, du coup, on dit que la prime est non reportable. Et là, on est sur notre deuxième prime, notre prime annuelle. Nous retrouvons toujours les mêmes codes couleurs. Notre dernier jour de travail qui est le 15 juin 2024. Notre salaire de référence qui est toujours le mois de mai. Et là, nous voyons bien qu'en rose, c'est ce que vous nous avez déclaré sur notre prime annuelle qui va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Elle a été versée le 30 novembre. Et là, on voit bien que la date de versement, elle est bien dans notre période. Donc, l'assurance maladie prend la période à partir du mois de novembre. Et on compte 12 mois. Donc là, ce sera du 1er novembre jusqu'au 31 octobre. Et là, en revanche, on voit bien que notre salaire de référence tombe bien au milieu de notre report de période. Donc là, effectivement, la prime est reportable. On va la prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières. Dans cette situation-là, on revient sur notre tableau. On va vous présenter la prime versée en dehors de la période de référence, qui est égale à la période de report qui démarre le premier jour du mois suivant la date de versement. Toujours pareil, on est sur notre salarié qui a un arrêt du 15 juin 2024, notre dernier jour de travail qui est le 15 juin 2024, notre salaire de base qui est toujours de mai 2024. Et là, en revanche, notre période de référence, pardon, notre date de versement n'est plus dans notre période de référence. Du coup, le mode de calcul au niveau de la période de report sera différent. La première prime, qui a été versée le 5 mai 2023, période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour 12 mois, d'un montant de 600 euros. Le montant reporté est de 50 euros. Période de report, là, en revanche, elle sera du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Vous voyez bien, notre date de versement n'est pas dans notre période de référence. Donc, du coup, on prend le premier jour du mois suivant la date de versement, qui est bien là, le 1er juin 2023. En revanche, on a toujours cette notion de périodicité par rapport à notre salaire de base. Là, notre période de report va jusqu'à notre salaire de base. Donc, on va la prendre en compte. Deuxième situation, vous avez versé une prime le 5 octobre 2023, période de référence 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 pour une période de 6 mois, d'un montant de 1 200 euros. Notre montant reporté, 200 euros. Période de report 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Et là, en revanche, notre période de report ne va pas jusqu'à notre salaire de base. Donc là, la prime, on ne peut pas la prendre. Troisième situation, vous avez versé une prime le 5 janvier 2024 pour une prime du 1er janvier 2023 au 30 décembre 2023 pour une période de 12 mois d'un montant de 1 500 euros. Là, le montant reporté sera de 125 euros par mois. Période de report 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Et là, notre période de report va jusqu'à notre salaire de base. Donc oui, on va le prendre en compte. Et quatrième prime, qui a été versée le 5 mai 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024, montant de 800 euros. Montant reporté, toujours pareil, de 200 euros. Période de report 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. Là, en revanche, notre période de report ne va pas jusqu'à notre salaire de base. Donc là, on ne pourra pas le prendre en compte. Pour que ce soit peut-être plus explicite pour vous, toujours notre petite frise. Donc là, on est sur notre prime sur 12 mois. On retrouve notre salaire de référence qui est toujours le mois de mai, notre dernier jour de travail qui est toujours le 15 juin. Et là, en revanche, notre prime, elle part du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Et là, vous voyez bien la différence. Notre date de versement n'est plus dans notre période de référence de la prime. Donc, du coup,
là, la période de report va bien se faire à partir du premier jour du mois qui suit le versement. Et là, on est bien à partir du mois de juin. Et à partir du mois de juin, on compte bien 12 mois. Et du coup, les 12 mois vont s'arrêter le 31 mai. Et là, notre salaire de référence tombe dans notre période de report, donc la prime est reportable. Là, autre exemple, notre prime sur 6 mois. Nous retrouvons les mêmes codes couleurs. Nous avons toujours notre salarié qui est toujours en accident de travail, notre dernier jour de travail le 15 juin. Notre salaire de référence qui est toujours le mois de mai. Et là, en revanche, il a une période de 6 mois à partir du 1er avril qui va jusqu'au 30 septembre, qui là aussi a été versé en dehors de notre période, qui a été versé le 5 octobre. Là aussi, pour le report, on a pris le premier jour du mois qui suit le versement. Et donc, on est bien à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril. Et là, vous voyez bien là aussi que notre salaire de référence ne rentre pas dans dans notre report de la période. Donc, la prime est non reportable. Et là, on vous a fait un troisième cas, si je puis dire, si la prime est versée pendant ou en dehors la période de référence à laquelle elle se rapporte, avec un exemple sur le mois de décembre. Donc là, votre salarié a eu un accident de travail le 11 janvier 2024, un dernier, enfin, est arrêté immédiatement. Donc là, toujours pareil, notre dernier jour de travail sera le 11 janvier 2024, puisque je vous rappelle que le dernier jour de travail est le jour de l'accident de travail. Là, notre référence salaire sera décembre 2023. Toujours pareil à gauche, c'est ce que vous allez nous saisir sur l'attestation. Et à droite, ce que l'assurance maladie va prendre en compte ou pas par rapport à ce que vous nous avez déclaré au niveau des primes. Et là, vous nous avez déclaré une prime du 5 janvier 2023 avec une période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une période de 12 mois d'un montant de 1 440 euros. Je vais vous sensibiliser parce que sur cette première prime, vous voyez bien que vous avez versé en dehors de votre période de référence. Donc là, on va être sur le deuxième cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, le montant reporté sera de 120 euros. Et là, la période de report sera le premier jour du mois qui suit le versement. Donc là, on sera bien sur le 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Toujours pareil, sur 12 mois. Et là, notre période de report va aller jusqu'à notre salaire de référence. Donc, on pourra prendre la prime. Dans le deuxième cas, date de versement 31 décembre 2023, période de référence 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour 12 mois aussi, d'un montant de 1 500 euros. Et là, vous voyez la différence. On a bien notre date de versement qui est dans notre période de référence. Et là, en revanche, pour un montant reporté de 125 euros, la période de report sera différente puisqu'elle partira à partir du 1er décembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024. Mais par contre, notre période de report va jusqu'à notre salaire de référence. Donc là aussi, on va la prendre en compte. Alors, tout ça peut être compliqué et abstrait pour vous, ce que j'entends et ce que je comprends. Rassurez-vous, nous, on vous invite à déclarer toutes les primes que votre salarié aperçoit sur les 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Et c'est l'assurance maladie qui va faire ce calcul, en fait, qui va dire si oui ou non, on va prendre les primes. Et là, quelques cas particuliers, et je vais vous laisser avec Anna qui va vous préciser tout ceci. Tout à fait, Laurence. Donc, on va se focaliser en fait sur les heures supplémentaires et la modulation du temps de travail. Parce que c'est effectivement des cas particuliers euh, que vous pouvez prendre en compte ou pas dans vos déclarations. Alors, le principe des heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire de base. Un exemple, accident de travail en juin 2024, le mois de référence, on reste toujours sur le mois de mai 2024. Au total, votre salarié, il aura effectué 60 heures d'heures supplémentaires en mars, avril et mai 2024. Mais ces heures supplémentaires, elles ont été versées en mai 2024, ce qui peut arriver. Donc là, ce qu'on va prendre en compte, en fait, c'est les heures qui concernent le mois de mai, puisqu'on est sur la période de référence du mois de mai par rapport à l'accident de travail qui a eu lieu en juin. Donc, sur mai, on va prendre tout simplement 20 heures d'heures supplémentaires effectuées
on va les inclure dans le salaire de base. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cadre A, c'est là où on mettait le salaire de base, donc vous allez les inclure dedans. Par contre, les 40 heures restantes qui correspondent aux heures supplémentaires effectuées en mars et avril, vous n'allez pas les inclure dans le salaire de base. Donc, il faudra les exclure, effectivement. Maintenant, on va passer à un deuxième point, c'est la modulation du temps de travail. Donc, cette modulation, elle correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail de vos salariés et elle est inscrite au contrat de travail ou dans la convention collective de votre entreprise. Donc, l'exemple qui suit, donc on a un accident du travail en janvier 2024. Le mois de référence, donc on le rappelle, hein, c'est toujours le mois précédent l'accident. Donc là, pour le coup, c'est décembre 2023. Votre salarié, il a effectué 150 heures dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023. Mais du coup, ces 150 heures, elles ont été versées en décembre 2023. Donc, pour ce cas-là, le montant total des heures versées en décembre 2023, donc les 150 heures, sont à inclure dans le salaire de base dans le fameux cadre A. Donc maintenant, on va juste se focaliser sur ce qu'il faut retenir hein, par rapport à tous les éléments que l'on vous a donnés. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à, à comprendre hein, dans ces primes. Donc, quand vous faites votre déclaration, donc notamment sur Net Entreprise, que vous remplissez votre attestation de salaire, le plus important, c'est je renseigne la date de dernier jour de travail. C'est ça, en fait, qui va nous permettre de déterminer la période de référence à prendre en compte par rapport à l'accident du travail. Dans le salaire de base, donc dans le cadre A, il faut indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence du salarié. Donc, tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence sont à intégrer dans la partie rappel de salaire, donc le cadre B. Toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire accident du travail. Quoi qu'il arrive, si vous avez un doute, comme l'a dit Laurence à plusieurs reprises, vous indiquez toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail, un accident du travail, maladie professionnelle, donc dans le cadre B. Et c'est l'assurance maladie qui étudiera le dossier. En signalement DSN, donc la particularité, c'est que vous n'avez pas à saisir tout ça. C'est automatique. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir un logiciel conforme qui est bien paramétré par votre éditeur de logiciel pour que tous les blocs se complètent automatiquement. Donc maintenant, Laurence va vous parler de la perte de salaire, donc qui va être inclus dans le cadre C. Alors effectivement, alors la perte de salaire, ben, c'est le salaire de référence. Mon salarié a une absence autorisée durant le mois de référence. Je dois indiquer la perte de salaire. Donc toujours pareil, elle est dans cette étape 5, hein, salaire de référence. Je choisis le motif de l'absence autorisée qui donne lieu à rétablissement de salaire. Et ensuite, j'indique la période de l'absence, le montant du salaire brut perdu soumis à cotisation du fait de cette absence et la part salariale à déduire du montant brut perdu. Toujours abattement forfaitaire de 21%. Et là, je vais vous parler de la reconstitution de l'attestation de salaire. Un petit focus là-dessus. En fait, à gauche, vous allez voir l'attestation de salaire accident de travail ou maladie professionnelle. Alors, sûrement que tout le monde la connaît ou pas, mais en fait, ceux qui sont en DSN, voilà comment nous recevons le document, nous, à l'assurance maladie, hein, qui retransmet les informations de l'employeur, de la victime, les informations relatives si c'est accident de travail, maladie professionnelle, tout ce qui est référence salaire avec notion de subrogation et le signataire. Et à droite, on va faire ce petit focus où dans le cadre A, ben, c'est salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Dans le cadre B, rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc là, on va voir toutes les primes que vous allez nous déclarer, que ce soit dans la période de référence ou pas par rapport à la date de versement. Dans tous les cas, nous, on fera le calcul, ce qu'on prend ou ce qu'on ne prend pas. Et dans le cadre C, le cas où la période n'a pas été entièrement travaillée. Il faut que ce soit mentionné comme ça, même s'il y a une notion de maintien de salaire. Parce qu'en fait, nous, notre système, il va faire un calcul, il va aller additionner les 2 000 euros et les 500 euros pour nous dire que la référence de la salaire de référence, pardon,
sera de 2 500 euros. Et là, je vais vous laisser avec un homme qui va vous préciser la DSN. Alors, c'est pas la DSN en particulier, mais c'est notamment votre transmission DSN dans le cadre de l'accident de travail maladie professionnelle. Donc, on va commencer par un petit quiz. Donc, quels sont les avantages du signalement DSN en accident du travail maladie professionnelle? Donc, pour cela, nous vous proposons quatre réponses. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir. Un seul signalement DSN génère une attestation accident du travail, maladie professionnelle et une en maladie. Je vous laisse quelques petites secondes de réflexion. Laurence, t'en penses quoi? Ben, sachant qu'avec la DSN, donc, un clic, il y a beaucoup d'informations qui partent de notre DSN mensuel. Ben, je dirais pas de montant de salaire à compléter, pas de prime indiquée, pas de perte de salaire à saisir. Un seul signalement DSN génère une attestation ATP et une en maladie. Allez, on va voir les réponses. Donc, effectivement, les avantages du signalement DSN, donc c'était les quatre réponses à cocher. Donc, en fait, la DSN, hein, on va le voir sur la slide suivante, elle génère deux attestations distinctes en effectuant qu'un seul signalement. C'est ça l'avantage. Donc, pour les maladies professionnelles et les accidents de travail, vous faites un seul signalement DSN. Vous aurez donc automatiquement un envoi à la caisse primaire d'assurance maladie d'appartenance du salarié, une attestation de salaire au risque maladie et une attestation de salaire en accident du travail. Alors que sur Net Entreprise, quand vous saisissez l'attestation, il va falloir faire deux saisies distinctes. Voilà. Donc là, en DSN, on reçoit en fait automatiquement deux attestations de salaire quand vous faites votre signalement dans le cadre du risque accident du travail, maladie professionnelle. Alors, pourquoi ces deux attestations de salaire? Le temps que le dossier d'accident de travail ou maladie professionnelle du salarié soit traité, il faut bien qu'on paye quelque chose en attendant, notamment si c'est le salarié qui doit bénéficier d'indemnités journalières. Donc, ça va nous permettre, en fait, l'attestation de salaire maladie, de verser un paiement d'indemnité journalière provisoire en maladie, donc 50% de son salaire brut. Une fois que l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont reconnus par l'assurance maladie, on va en fait faire une régularisation automatique grâce à l'attestation de salaire en accident du travail, maladie professionnelle, donc celle en bleu que vous voyez à l'écran. Donc, les avantages en fait de la DSN, c'est que c'est plus simple, effectivement. Il n'y a pas de montant de salaire à compléter puisque ça va aller récupérer les éléments dans vos DSN mensuels que vous transmettez au fil de l'eau. Pas de prime à indiquer et pas de perte de salaire à saisir. En fait, le système, il est fait vraiment de sorte à ce que lorsque vous faites votre signalement d'événement, votre signalement en DSN, les éléments vont pouvoir être récupérés dans vos DSN mensuelles précédentes. Donc, pour un salarié classique mensualisé, vous avez transmis des DSN mensuels avant la date de son accident du travail. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc pour rappel, mon accident a lieu au mois de juin. La période de référence est le mois de mai. Donc, on va aller piocher les éléments dans la DSN mensuelle du mois de mai. Pour un salarié saisonnier, pardon, avec ce cas-là, il va falloir 12 DSN mensuels avant la date de l'accident du travail. Donc là, pareil, ça va aller piocher les éléments dans vos DSN mensuels. Donc là, on vous présente un petit tableau pour récapituler un petit peu les primes, hein, comment ça se passe en DSN. C'est bon, c'est une grosse machine, hein, la DSN, hein, mine de rien. Donc, les primes, elles constituent une gratification supplémentaire au salaire de référence. Elles sont, dans le cas général, à valoriser dans le fameux bloc 52. Donc, ce bloc 52, en fait, il va être en adéquation avec un code afférent au type de prime exprimée, en fonction du type de prime. Donc là, on rentre effectivement un petit peu dans le cahier technique DSN que vous avez d'ailleurs sur Net Entreprise, mais qui va être plutôt à destination de votre éditeur de logiciel. Donc, la bonne ventilation de ces primes en DSN, elle est très importante parce que leur traitement par les organismes, donc l'assurance maladie, France Travail, etc., elle va faire l'objet de règles de gestion opérationnelle différentes selon le type d'usage, selon le type de prime. Donc là, je vous cite juste l'exemple. Vous avez donc le cadre A ici. Donc, la prime versée mensuellement permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi. Donc, pour exemple, donc vous avez plusieurs primes usuelles, hein, la prime d'habillage,
la prime d'outillage, la prime de transport ou la prime d'ancienneté. Donc, ces primes-là, en fait, elles vont être intégrées dans le bloc 51 de type 002. Et quand elles sont incluses, en fait, dans ce bloc-là, elles vont être prises en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité journalière dès lors qu'elle est soumise à cotisation. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de l'éditeur de logiciels, notamment quand vous transmettez des attestations de salaire via la DSN pour l'accident du travail, maladie professionnelle, et que vous avez des retours négatifs, notamment via votre tableau de bord en DSN, qui vous disent donc qu'il y a une problématique liée aux primes. En général, hein, dans la majeure partie des cas, ça va être lié en fait au paramétrage de votre logiciel. Donc, ça veut dire que dans votre logiciel, il n'y a pas les blocs nécessaires pour pouvoir alimenter les primes mensuelles, semestrielles, trimestrielles ou annuelles. Et dans ce cas-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de l'éditeur de logiciel, quitte à lui transmettre en fait ce petit tableau qui évoque les primes pour qu'il puisse vérifier que le paramétrage soit correct et que nous, on puisse derrière réceptionner les bons éléments pour pouvoir calculer le montant de l'indemnité journalière de votre salarié. Alors, ensuite, on va passer donc au calcul de l'indemnité journalière, donc un petit peu de réglementation pour le coup. Donc, le montant des indemnités journalières en accident du travail, maladie professionnelle, c'est assez particulier puisqu'effectivement, ces indemnités, elles évoluent dans le temps. En maladie, donc je rappelle juste un petit peu la réglementation, en maladie, on paye tout le temps à 50% du salaire brut. En accident du travail, maladie professionnelle, on va distinguer deux périodes. Les 28 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt de travail, l'indemnité journalière, elle est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, en fait, l'indemnité journalière, elle va être majorée et on va la verser à hauteur de 80% du salaire journalier de base. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, donc tout dépend hein, si votre salarié a eu une augmentation générale de ses salaires après la date de son accident, on va revaloriser son indemnité journalière dans ce cas-là. On va parler subrogation. Donc la subrogation, tout dépend bien entendu de votre convention collective, hein, puisque c'est un accord d'entreprise qui est signé, hein, qui permet de vérifier si vous faites ou non un maintien de salaire à votre salarié. Donc, il faut vous vérifier dans votre convention collective si effectivement vous faites la subrogation pendant l'arrêt de travail, peu importe le risque. Et il peut y avoir des différences entre la maladie, l'accident du travail, etc. Et dans votre convention collective, toujours, vous allez pouvoir vérifier la durée pendant laquelle vous pouvez faire le maintien de salaire. Donc, quand vous faites, vous, le maintien de salaire, nous, on vous verse les indemnités journalières directement à vous quand vous le stipulez, du coup, sur l'attestation de salaire ou un DSN, que vous faites la subrogation. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous a mis un petit rappel. Les dates de subrogation que vous devez saisir sur l'attestation de salaire via Net Entreprise, hein, celle que vous saisissez, ou en DSN, selon le paramétrage de votre logiciel de paye, ce sont les dates maximales de votre convention collective. Il ne faut surtout pas se limiter, en fait, aux dates de l'arrêt de travail. En cas d'attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise, à l'étape 4, hein, vous savez, la petite coche, vous pouvez noter que c'est une attestation rectificative ou une annulée remplace en DSN, pensez à reporter la date de début initial de la subrogation. Ensuite, au niveau de l'assurance maladie, on essaye de fiabiliser un maximum les RIB des entreprises. Donc, on demande vraiment à chaque entreprise de transmettre un RIB par numéro SIRET, peu importe le risque. C'est-à-dire que vous nous adressiez une attestation de salaire, que ce soit via Net Entreprise ou en DSN, pour de la maladie, de la maternité, accident de travail, paternité, il nous faut absolument à chaque fois le même RIB. C'est-à-dire un RIB pour un SIRET. Voilà. Pour éviter justement des régularisations et des problématiques de saisie de RIB en interne. On va maintenant répondre à vos questions hein, que vous nous avez transmises via le module questions-réponses. Alors, il me semble que j'en ai vu passer pendant le webinaire. Tout à fait, Anna. Je te confirme que du coup, j'ai pas mal de questions. Les gens se sont pas mal posé de questions par rapport à cette thématique. Alors oui, j'entends, c'est très compliqué. Voilà, c'est pour ça que du coup, la notion de je prends pas, c'est plus l'assurance maladie qui va faire le calcul au niveau
des primes. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite à déclarer toutes les primes sur 13 mois avant ce dernier jour de travail. Notamment, j'ai une question qui m'a été demandée. Si la prime a été versée après la référence salaire, ben non, c'est vraiment les primes sur la période avant le dernier jour de travail, comme on l'a précisé dans les exemples, hein, d'accord? Puisqu'en fait, il va y avoir une espèce de report. Donc, si votre prime, là, dans notre exemple qu'on avait pris, notre accident de travail du 15 juin, du coup, et qu'elle est versée le 30 juin, ben, notre report, il va être après notre référence salaire. Donc, du coup, elle ne sera pas prise en compte. Donc, vraiment, cette notion de nous déclarer les primes avant le dernier jour de travail, hein, d'accord? Après, il y en avait une autre, peut-être Anna, tu vas pouvoir me dire comment indiquer les heures supplémentaires en accident de travail et ben, comment les saisir. Alors, donc, si j'ai bien compris, comment indiquer les heures supplémentaires en accident du travail donc sur l'attestation de salaire nette entreprise? Donc, vous allez indiquer uniquement les heures réellement effectuées et payées sur le mois de référence pour qu'elles puissent être incluses en fait dans le salaire de base. Voilà. Alors, j'en ai une autre. Alors, j'espère comprendre la question. Qu'en est-il d'un agent dont la journée de travail débute la veille à 20 heures? Ben, en fait, si c'est le jour de sa prise de travail à 20 heures, qu'il a l'accident de travail à 21 heures, ben, ce sera ben, ce jour-là. Maintenant, s'il a l'accident de travail le lendemain, donc on va rester sur toujours notre exemple. Votre salarié, il a un accident de travail le 15 juin. S'il a pris son travail le 14 à 20 heures, ce sera toujours le dernier jour de travail, l'accident de travail, le 15 juin, d'accord? Si voilà, c'est vraiment le jour où il y a vraiment l'accident de travail qui sera notre jour, notre dernier jour de travail. Il peut y avoir ce décalage de dernier jour de travail si vraiment il n'y a pas d'arrêt de travail immédiatement, d'accord? On est vraiment sur l'instant T, si je puis dire. Après, Alan, j'en ai une autre. Comment traiter les primes en DSN si on a une anomalie ou si ça se remplit pas bien? Alors, tout à fait. Les primes en DSN, donc on l'a vu dans le petit tableau que je vous ai présenté tout à l'heure à destination de vos éditeurs de logiciels. Donc, les primes, elles doivent être paramétrées dans le bloc 52, tandis que les salaires de base, eux, vont dans le bloc 51. Alors, merci beaucoup. Alors, je vois que du coup, il y a quand même Il y a pas mal de énormément questions. de questions. Donc, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Par contre, on s'engage à y répondre par de retour de mail. Vous aurez une copie même de ce qu'on vient de vous présenter. Voilà, si vous n'avez pas eu, ou si vous êtes plusieurs, que tout le monde n'a pas pu se connecter ou autre, sachez que tout ce que ces slides vont vous être envoyés par retour de mail, ainsi qu'avec le retour de vos questions-réponses. Comme ça, on va en profiter aussi pour ceux qui aujourd'hui n'ont peut-être pas eu de questions, mais peut-être que ça pourra les aider sur des situations. Dans tous les cas, on revient vers vous par rapport à toutes vos interrogations, pardon, par mail. Alors, maintenant, on va juste vous transmettre quelques contacts utiles, donc des contacts à avoir sur le coude, hein, notamment quand vous avez des dossiers accident de travail, maladie à gérer. Donc, pensez que le 3679, c'est la plateforme dédiée aux entreprises. Donc, quand vous voulez savoir où en est un dossier, justement, savoir s'il a été payé, savoir si votre attestation de salaire a bien été réceptionnée. Donc, c'est ce numéro qu'il faudra donc contacter. Tout ce qui est information réglementaire, notamment mais sur la maladie, l'accident de travail, selon les risques, vous les aurez sur amélie.fr, espace entreprise. On vous transmet aussi nos numéros de téléphone portable, à Laurence et moi-même, et notre boîte mail générique à laquelle vous pouvez nous transmettre des demandes. Donc, en fait, Laurence et moi-même, on est facilitatrice, si vous voulez, au sein de l'organisme Assurance Maladie. Quand vous êtes passé par le 3679 et qu'admettons que vous n'avez pas réussi à trouver une réponse, vous pouvez effectivement nous contacter pour qu'on essaye, nous, de trouver une solution. Après, on est là vraiment pour vous accompagner. Notre cœur de métier, c'est vraiment vous accompagner sur les téléservices versant assurance maladie, bien entendu. Donc, sur Net Entreprise, quand vous voulez saisir une attestation de salaire, ou en DSN, quand vous voulez consulter votre tableau de bord, par exemple, ou que vous avez une anomalie. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. On peut venir aussi en entreprise en prenant un rendez-vous avec vous. On peut venir aussi, si vous avez une équipe de gestionnaires de paie, informer sur des thématiques. Ça, c'est vraiment possible. On peut vraiment se déplacer à ce niveau-là.
Ensuite, vous avez donc notre chaîne YouTube à laquelle je vous incite fortement à vous abonner, puisque dessus, on vous met en fait tous les webinaires que l'on fait en live. On vous les remet ensuite sur YouTube pour que vous puissiez les suivre a posteriori ou les partager autour de vous au sein de l'entreprise, hein, par exemple. Donc, il y a des thématiques diverses et variées hein, que vous pouvez voir. Euh, Vous avez le numéro Net Entreprise, donc un seul numéro pour contacter Net Entreprise, le 0806 800 700. Donc, ce numéro, il va vous être utile, notamment quand vous avez un problème de paramétrage de Net Entreprise. Par exemple, un administrateur qui veut rajouter un déclarant sur des habilitations bien spécifiques, vous pouvez contacter du coup cette ligne et la base de connaissances Net Entreprise. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre attention et d'avoir pu être présent. Vraiment, vous avez été nombreux hein, et nombreuses à suivre ce webinaire. Donc, on a vraiment pris du plaisir avec Laurence à vous transmettre de l'information. On sait très bien que c'est dense, mais vraiment, on reste à votre disposition si vous avez un besoin à un moment donné. Ne quittez pas par contre le webinaire tout de suite puisqu'on va vous transmettre un questionnaire de satisfaction auquel il faudra répondre si vous le pouvez pour pouvoir nous faire remonter justement vos besoins, si vous avez des besoins thématiques sur des webinaires futurs ou si vous avez des questionnements et notamment pour nous permettre de nous améliorer avec Tout à Laurence. fait. Hein, Tout à nous ne fait. sommes pas parfaites, bien entendu. Donc voilà, ne quittez pas. Nous vous souhaitons en tout cas une agréable journée. Merci Laurence pour Merci ta Anna, merci présence à vous. et très bonne journée à vous. Merci, Au vous aussi, revoir. au revoir.